Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une vidéo sponsorisée par Sovol pour vous présenter la Sovol SV07 Plus, qui est donc la version Clipper de cette imprimante, en tout cas l'évolution de la SV06 vers Clipper. Alors évolution, c'est une question qu'on peut se poser, notamment avec l'absence ou la disparition des rails linéaires. Néanmoins, cette imprimante a quand même des atouts et des caractéristiques très intéressantes pour un prix qui lui est vraiment très intéressant. Alors comme à mon habitude sur la chaîne, ceci est une vidéo grand test, je vous montre, je donne un peu mon avis mais je ne juge en rien, Vous verrez dans ce que vous voyez si c'est quelque chose qui vous correspond, si c'est quelque chose qui ne vous correspond pas et vous tirez vos propres conclusions. En attendant, n'hésitez pas à suivre ma chaîne si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter, comme ça vous faites vivre l'algorithme, tout ça, vous connaissez tous bien cette petite chanson, et je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors découvrons les caractéristiques de cette imprimante, donc la Sovol SV07 Plus. Alors comme on peut le voir, on est sur une imprimante qui est déjà pas à un prix très élevé de base. On est ici sur 339 $ et c'est une imprimante dite à haute vitesse puisqu'ils annoncent 500 mm par seconde, qui fonctionne sous Clipper et qui a des dimensions d'impression correctes, plus grandes que la normale, de 30 sur 30 sur 35. Alors si on regarde un petit peu plus près les caractéristiques, on a quoi? On a, ils disent, un grand volume d'impression, on vient de le dire. On a l'impression très rapide. Alors il y a une app, oui et non, c'est du Clipper, donc il y a beaucoup d'apps qui permettent de se connecter à l'interface web, ou on peut tout simplement se connecter à l'interface web avec le navigateur de son téléphone. On a un système de triple fan cooling et donc on a un gros ventilateur à l'arrière de l'extrudeur, un détecteur de filaments, bon ça on a dans à peu près toutes les imprimantes maintenant, un écrou anti-backlash qui est censé améliorer la stabilité notamment lors de la vitesse dans les montées en Z. Il y a un petit tiroir et c'est toujours pratique pour ranger ces outils. Il y a un alignement automatique du Z, on est sur une alimentation de 600 watts en minuel. Il y a un extrudeur en direct drive all metal qu'ils appellent Planetary, donc c'est un système qu'ils utilisent et qui est censé donner des beaux résultats. On est équipé avec un haute température qui peut monter jusqu'à 300 degrés. On a un système d'auto-leveling, mais on a également encore les petites molettes de réglage. Alors là, j'avais déjà fait la réflexion par rapport à une autre imprimante, c'est-à-dire certains disent que c'est la preuve que c'est une imprimante qui est dans le passé et d'autres disent que c'est la preuve que c'est une imprimante qui permet encore le contrôle à l'utilisateur puisque les auto-leveling ne sont pas toujours 100% satisfaisants. Moi, je me positionne plus dans cette voie-là, qui peut le plus, peut le moins. Mais c'est parce que j'ai pas de difficulté et aucune inquiétude à utiliser ces molettes et je sais que ça inquiète les plus grands débutants. Ensuite, on a un petit écran Clipper de 5 pouces qui est globalement réactif. C'est également une imprimante qui possède la connectivité sans fil, donc on peut se connecter avec un Wi-Fi. Attention, il n'y a pas de LAN, c'est uniquement en Wi-Fi. Alors si on la compare aux autres imprimantes chez Sovol, c'est la plus chère de toutes, c'est celle qui est censée être la mieux équipée, mais il y a quand même quelque chose qui est un petit peu ennuyant, on va dire, c'est que on n'est pas sur des rails linéaires, alors que sur la gamme SV06, on avait des rails linéaires, mais elle n'était pas sous Clipper. Et donc ça, c'est un petit peu la chose que je regrette, peut-être, pour cette imprimante, c'est de ne pas, qu'il n'ait pas continué cette voie des rails linéaires, mais pour être dans la logique de Clipper, j'ai envie de dire, pour être dans la logique d'un maximum de vitesse et de la technique, en tout cas des accessoires techniques qui permettent d'améliorer cette vitesse. Bon alors voilà, c'est fini déjà pour la partie caractéristique, on va passer à l'unboxing. Bon alors voilà, vous pouvez voir la boîte un petit peu dans sa dimension. Je vais vous passer ça en accéléré et on va regarder le contenu tout de suite.
Alors voilà le contenu de la boîte. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? On va commencer par retrouver le manuel. Donc vous pouvez le voir, il est en couleur. Il n'est qu'en anglais, mais il est quand même assez clair. On n'a pas vraiment besoin de lire beaucoup pour comprendre les schémas d'instruction de montage. Donc globalement, il fait son effet. Alors à côté de ça, on a une petite feuille comme celle-ci avec des instructions pour connecter en Wi-Fi et pour le leveling. Alors on a également une petite bobine comme ceci, vous voyez. On est sur 250 grammes. Voilà, c'est bien pour commencer à faire quelques tests, mais c'est toujours dommage qu'ils ne mettent pas plus grand. Alors à côté de ça, on a l'extrudeur. On peut voir quand même que, le bloc d'extrusion, on peut voir que c'est un sacré morceau. Ici, on a un petit emplacement pour mettre la molette. Et on voit qu'on a tout autour, on a les LED qui sont intégrés directement dedans. Donc voilà, on voit directement qu'on a un ventilateur là, un leveling, un auto-leveling inductif. Donc voilà, on verra ce qu'il vaut pendant les tests. Alors on a l'écran qui est en fait un petit clipper pad, pour le dire clairement. Alors on peut voir ici que l'écran, vous voyez le sticker, il n'est pas bien collé et il n'y a pas le L de Sovol. Bon, je crois qu'ils ont un petit souci. J'aurais l'impression d'être sur une copie chinoise si ce n'était pas déjà une entreprise chinoise. Mais donc voilà, ça c'est un peu dommage. Mais pour le reste, il a quand même une bonne taille, vous voyez, par rapport à ma main. Bon, alors pour accompagner l'écran, on a le petit système de fixation de l'écran. On retrouve également un porte-bobine qui a cette particularité d'être roulant, voilà, ce qui est censé faciliter le déroulage de la bobine et est intégré dessus directement le détecteur de fin de filament. Bon, alors l'éternel sachet avec notamment la molette pour l'extrudeur, quelques câbles, tout n'est pas là puisque tous les accessoires sont en fait dans la machine, dans le tiroir. Alors une composante du système de refroidissement, vous pouvez voir, on a comme ça ici un gros ventilateur qui va venir se mettre sur l'axe X. Bon, alors un portique assez classique, j'ai envie de dire, qui a une belle taille et qui a l'air d'être assez solide. Alors c'est intéressant à noter, on retrouve une plaque à venir coller sur notre bête magnétique smooth, puisqu'on a si vous voyez, un PEI texturé. Et si on n'a pas envie, on peut venir mettre comme ça pour avoir un PEI smooth. Bon, alors là j'ai une molette du plateau d'ajustement, c'est pas tout à fait normal qu'elle soit détachée et que je la retrouve comme ça dans la boîte, mais bon, c'est le genre de choses qui arrive aussi, il va juste falloir vérifier qu'on peut la replacer correctement. Et j'ai enfin ma structure, comme vous voyez, et vous voyez ici la molette, et j'ai deux molettes en fait qui n'étaient pas fixées dans l'emballage, donc il va falloir que je remette ceci, les ressort, et puis que je refasse un petit nivellement avec un niveau à bulle du plateau avant de pouvoir faire mes réglages. Ça c'est dommage, c'est peut-être un point, si vous êtes grand débutant et que vous vous retrouvez avec ça, vous allez paniquer. Je ne sais pas comment ça se fait qu'elle est arrivée comme ça, mais elle est arrivée comme ça. Alors voilà, maintenant c'est bien fixé, c'est bien mis à plat, on ne devrait pas avoir de problème pour la suite. Je vais quand même devoir refaire un nivellement bien complet, mais on va regarder ça dans la suite de la vidéo, donc notre partie montage et mise en route de la machine. Bon, alors la première partie pour le montage de la machine, c'est de prendre le portique et de venir le fixer à la base. Alors pour ça, c'est vraiment pas compliqué, on vient simplement le prendre, le mettre dessus et on a des vis à attacher sur le côté. Alors, comme vous voyez, les vis à prendre sont mises dans des sachets qui sont étiquetés par étapes, donc ça c'est plutôt facile, et on vient simplement fixer tout ceci. Alors une fois que c'est fait, on a encore deux vis à visser sur le côté des renforts, de chaque côté de la machine. Ensuite, on va venir fixer le support pour l'écran, donc c'est pas très compliqué, là encore on n'a que deux vis à mettre. Et on va venir fixer l'écran. Alors vous voyez là sur le côté, on a le port USB pour venir mettre la clé USB, et en dessous ce qu'il faut pour la connecter à l'imprimante. Donc voilà, les câbles sont là, c'est pas très compliqué, on n'a pas vraiment de possibilité de se tromper si on met bien les câbles en dessous, comme ceci, du clipper screen.
Alors ensuite, on va venir fixer l'extrudeur, hein. Donc vous voyez, on a ici, on va venir le positionner sur l'avant et le visser par l'arrière, comme ceci. Alors avant ça, je fixe la petite molette, hein, ici, dedans, comme ceci, ce sera plus facile. Et puis je viens visser simplement l'extrudeur. Alors une fois que c'est fait, on vient fixer le bloc de ventilation, hein, toujours comme ceci, par l'arrière, hein, juste derrière l'extrudeur. Vous voyez, il y a 2 emplacements pour les vis, c'est pas très compliqué. Et on vient visser. Ensuite, on vient mettre le support de bobine en faisant dépasser par l'avant le petit détecteur de fin de filament. Et puis, on vient visser par l'arrière. J'en profite au passage pour venir brancher directement le câble du détecteur de fin de filament. Vous voyez, il est là tout près. On va encore faire nos câblages, mais ce sera plus facile comme ceci. J'ai ensuite la nappe à brancher, donc on doit la brancher puis la fixer. On commence par la brancher comme ceci dans la tête, puis on vient la fixer avec des colsons, comme c'est indiqué dans le manuel. On vient ensuite fixer l'autre partie du câble sur l'arrière de la machine, hein, sur l'axe Z, toujours avec des petits colsons. J'en profite pour brancher le câble du ventilo. Et tant que j'y suis, le câble du moteur. Ensuite, je viens faire la suite de mes câblages, hein, donc au niveau de l'axe Z. D'un côté et de l'autre côté, je fais pareil. Donc on ne peut pas se tromper avec les câbles, hein, c'est assez facile. On en a un ici, il est blanc, on le met dans le blanc, paf, ça marche. Alors vérifiez toujours bien le voltage de votre machine, hein, que vous êtes bien sur 230 volts avant de l'allumer. Et voilà, il ne me reste plus qu'à tester mes excentriques. Alors je vérifie le mouvement du plateau, le mouvement de la tête et au besoin, je viens régler mes excentriques. Alors pour ce faire, je vais avoir besoin d'une petite clé et vous voyez, on a le petit tiroir avec les outils qui sont disponibles et notamment la petite clé. Donc le petit tiroir, il est plutôt pratique. Alors les petits mousses pour ranger dedans, je ne sais pas si ça c'est vraiment pratique, mais en tout cas voilà, on a ce tiroir et la clé se trouve là-dedans. Alors vous voyez, on a un autre étage avec les autres outils, notamment la clé USB, elle est dedans aussi, donc ça c'est bien de le voir. Et voilà, la machine est assemblée, elle est prête à fonctionner. Je vais maintenant faire un petit tour du propriétaire et vous dire là à chaud ce que je trouve bien ou non sur cette machine. Et puis après, on regardera l'interface. Bon, alors petite ambiance bleue, hein, puisqu'on est sur de la Sovol. Alors, qu'est-ce que j'aime bien sur cette machine? Déjà, on a les tenseurs de courroie qui sont vraiment pas mal. Le PEI, c'est plutôt bien et le fait de pouvoir mettre une plaque PEI smooth, je trouve ça que c'est plutôt quelque chose qui est bien pensé. Alors, on a ici l'écran, le clipper pad, qui a l'air d'être assez grand et par contre, il est détachable sans vraiment être exploité en matière de détachable. Là, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis un câble qui permet de l'utiliser de manière plus déportée. Alors, si vous voyez, la stabilité, c'est ma table qui n'est pas tout à fait droite, hein, donc c'est pour ça que j'imprime jamais dessus. C'est pas la machine. Alors pour le reste, j'aime bien qu'on ait comme ça la lime et le bouton de démarrage qui soit sur le côté et pas l'arrière de la machine. Par contre, j'aime pas beaucoup le câble management. Je le trouve qu'il n'est pas super propre. Voilà, c'est un point que je trouve moins positif sur la machine de mon côté. Alors sur l'arrière, toutes les choses ont l'air d'être assez solides, hein. Je pense qu'on est quand même sur une machine qui a une conception sérieuse. Même si on a pu voir quelques petits défauts, notamment au niveau, à la livraison avec la molette. Mais on est quand même globalement, je pense, sur une construction sérieuse. Alors sur le côté, on a également un tenseur de courroie et ça c'est quand même très pratique pour ne pas devoir y aller avec une vis. Les profilés sont assez solides. La structure est pas mal rigide en hauteur, donc ça c'est plutôt bien. Le bloc d'extrusion, en fait moi je l'aime bien. Il est sympa, j'aime toujours bien ce système de molette chez Sovol. Alors ensuite, au-dessus, on a le détecteur de fin de filament qui est plutôt efficace. Et je trouve bien qu'on ait comme ça ce système pour la bobine qui est à déroulement. Donc, alors j'ai jamais vraiment testé pour voir si c'était à ce point mieux, mais bon, tant mieux que ça le soit. Voilà.
Enfin, au niveau de la rigidité, on a un petit renfort comme ceci avec cette espèce de triangle et ça a l'air de faire le boulot. À voir au moment de l'impression, mais là, ça a l'air de faire le boulot. Bon, alors on va maintenant regarder l'interface. Comme vous pouvez voir, au démarrage, ça prend un petit peu de temps. En tout cas, ça, c'est le premier démarrage. Mais la lampe s'allume. Vous voyez, la lampe, elle éclaire quand même vachement bien. On va y voir clair avec celle-là et elle est réglable en intensité dans le menu, dans l'interface. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Alors l'interface est assez réactive et vous voyez au premier démarrage, on peut choisir sa langue. Moi, je vais laisser en anglais, mais j'aurais pu mettre français. On nous demande notre time zone, donc notre fuseau horaire. Donc je vais mettre sur Europe. Alors il faut savoir, là au moment de l'installation, il ne faut pas avoir des trop gros doigts. Donc ça c'est... Bon, mais c'est pas la première fois avec les ClipperPad. On nous demande de connecter la machine à notre réseau en Wi-Fi. Donc je viens le connecter en Wi-Fi. Je vous passe mon mot de passe. Et comme vous pouvez le voir, on a directement l'adresse IP de notre machine, ce qui va être pratique pour pouvoir se connecter plus tard avec, par exemple, avec Orca Slicer. D'ailleurs, moi, je vais prendre une petite photo pour m'en souvenir quand je serai devant mon ordinateur. Alors, après avoir connecté au Wi-Fi, on a la phase de calibration. Donc, il va nous dire qu'on va faire la calibration en Z, le bed leveling et le mesh pour Clipper. Donc, on va suivre toutes ces étapes maintenant. Attention toutefois, alors ça va peut-être changer avec des firmware, mais il ne s'agit pas ici d'une étape qui suit pas à pas. Il vous rappelle qu'il faut le faire, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on fait pas à pas. Alors vous voyez, je vous disais que la LED, on pouvait modifier la luminosité, donc voilà, on peut faire un peu plus doux, faire très vif, donc ça c'est, comme vous voyez, c'est quelque chose qui est appréciable. Et on a une version qui est assez simplifiée de Clipper avec quelques macros qui sont disponibles, ou plutôt des menus sous-menus qui sont disponibles. Il aurait été bien là de pouvoir avoir accès à quelques macros justement, je voulais dire. Et voilà, on a l'interface pour le déplacement de l'imprimante et qui nous permet de faire notre homing qui va aussi servir après pour le leveling. Donc là maintenant, je fais le homing du plateau et après je vais venir sur le reste de l'interface pour découvrir un petit peu comment est-ce qu'elle se compose. Bon, alors quand je suis dans le menu principal, je peux cliquer ici sur l'extrudeur ou sur le lit chauffant pour pouvoir sélectionner directement la température que je veux mettre. Je pourrais dire par exemple 220 là directement. Si je clique sur l'onglet température, là j'ai des profils prédéfinis pour monter en température le plateau et le hot end pour le changement des filaments en fonction voilà, ici c'est configuré PLA et ABS. Au niveau des actions, on va avoir le sous-menu pour extruder, on va avoir une série de macros, donc vous voyez, je trouve que les macros sont un petit peu planqués et on aurait pu en mettre sur l'avant. Alors les macros, c'est très spécifique à Clipper, donc si vous connaissez pas bien Clipper, ça vous inquiète peut-être un petit peu. Donc c'est un petit peu ça que je dis que ça peut avoir une fonctionnalité un peu plus avancée. Alors on va avoir les limites de la machine, les accélérations. On a un système de mise à jour over the air, donc ça c'est pas mal, ça c'est bien. Une fois qu'on est connecté à internet, là je suis sur la dernière version. Et on a un menu de configuration qui est plutôt comme ça déroulant, qui n'est pas en icône et qui permet notamment de changer le timbre, changer la méthode d'estimation du temps, la taille de la fonte. Alors si on le fait, ça redémarre et vous voyez ici en direct, vous voyez le temps de démarrage de la machine, donc c'est quand même assez court. Enfin bref, vous voyez toute une série de fonctionnalités intéressantes et plus avancées. C'est pour ça aussi souvent qu'on dit avec Clipper, on peut aller un peu plus vite, un peu plus loin. Donc voilà, alors on pourrait faire, ici c'est le menu pour faire l'autocalibration, mais on n'a pas d'ADXL d'installé. Et il nous le dit, attention, on n'a pas d'ADXL d'installé, donc faire l'input shaper, ça on va pas vraiment pouvoir faire. Alors maintenant, on va s'occuper du nivellement. Donc première chose qu'on va faire, c'est calibrer la hauteur de Z. Alors ça, c'est le système avec la petite feuille, en gros. Donc si je fais démarrer, il va me permettre de me mettre sur chaque coin. Et avec une petite feuille, je vais venir évaluer, monter ou descendre mon Z jusqu'à ce que ça gratte un petit peu sur la petite feuille. Donc le système, vous le connaissez probablement, c'est très à l'ancienne. Mais c'est l'avantage aussi d'avoir des molettes, c'est de pouvoir avoir un plus grand contrôle sur notre machine.
Alors ensuite, une fois que c'est fini, on vient faire le réglage de nos ressorts, hein. Donc on a une fonction pour ça. On continue encore avec la petite feuille pour ceci. Le principe est simple, hein. On va dans les quatre coins, on prend la petite feuille et on essaye de faire en sorte que ça frotte sans pour autant bloquer la feuille. Voilà, et on règle nos molettes jusqu'à ce qu'on soit arrivé au bon résultat. Ensuite, on vient enregistrer les valeurs de compensation, donc en faisant le bed mesh. Là, il va prendre des mesures sur 25 points, je pense. Et voilà. Et après, il va générer une espèce de cartographie de notre plateau. Alors, quelque chose qu'on me demande souvent, c'est de voir comment est-ce que fonctionne le chargement du filament. Alors ici, c'est pas très compliqué, hein. On vient ici dans le menu des actions, on clique sur Extrude et là, on choisit la température de la buse. On choisit ici, pour du PLA par exemple, on a une valeur préenregistrée. On vient choisir la distance d'extrusion, la vitesse d'extrusion et on clique sur Extrude. La buse va monter en température et elle va prendre doucement le filament et le faire couler. Pour éjecter le filament, c'est la même opération mais à l'inverse. Donc voilà, pas très compliqué de ce côté-là. Alors le premier test d'impression, je vais le faire avec un petit Benchy. Je vous laisse ici écouter la douce mélodie que fait l'imprimante en action. Comme ça, vous faites votre idée sur son bruit en fonctionnement. Voilà, comme ça, vous avez entendu comment est-ce qu'elle fonctionne, en tout cas le bruit qu'elle fait en fonctionnement. Et puis maintenant, on va passer ça en accéléré pour regarder un petit peu ce que donne ce Benchy. Bon ben voilà, la première impression a l'air de s'être bien déroulée. Alors ça colle bien, donc là c'est l'avantage du plateau magnétique, c'est qu'on peut le retirer facilement. Et si on le regarde, eh ben, les détails sont plutôt jolis. Je pense qu'il y a quelques affinements qui sont encore possibles, mais comme ça c'est déjà un résultat que je trouve plus qu'acceptable. Il y a juste une bordure qui a été faite et je trouve ça un peu dommage. Bon alors, on va commencer par tester Orca Slicer, hein, puisque je pense que c'est le slicer que je vais utiliser principalement. Et donc premièrement, on va venir ajouter l'imprimante. Alors je sais qu'elle existe déjà en tant que profil dans l'imprimante, ce qui permettra de tester le profil de base. Et donc ici, dans la dernière version d'Orca, je peux taper le nom, je viens chercher Sovol et j'ai la Sovol SV07 Plus ici, qui est disponible avec une buse de 0,4. Je clique confirmer et voilà, je vais venir mettre mon filament, le Flashforge Burn Titanium. J'ai donc voilà configuré mon filament et ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer un vase en mode vase pour essayer. Voilà, comme ceci. Ma femme avait besoin d'un vase, donc on va essayer. Et elle aime bien le filament Burn Titanium, donc on a vu que le Benchy, ça donnait un super résultat. On va l'imprimer. Alors, petit espace pub entre guillemets, ce filament, vous êtes nombreux à m'avoir demandé parce que vous avez vu des Benchy que j'ai fait dans d'autres vidéos et donc je vais mettre un lien affilié dans la description, ça va m'aider un petit peu, mais donc c'est du filament de Flashforge et un lien affilié vers Amazon, ce qui me permet d'avoir des petits bons d'achat sur Amazon et de réduire les coûts de ce que me coûte en fait en matériel, etc. de faire ces vidéos. Donc je reviens ici à ma vidéo et voici le vase. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de mettre en mode vase, voilà, et je vais bouger à rien d'autre des paramètres et on va voir ce qu'il donne, hein. Je vois ici que j'ai oublié de configurer, donc je vais mettre l'adresse IP de ma machine pour pouvoir me connecter à la machine directement via Orca Slicer. Et voilà, ça fonctionne. Alors il me demande de sauvegarder la machine sous une autre configuration, voilà, hop. Et j'ai donc mon imprimante qui est configurée. Et maintenant, si je le slice, alors il me dit que j'en ai pour 7 heures. Je trouve ça un peu long, mais on va voir les vitesses qu'il met dedans. Je trouve que en fait, c'est pas logique. Dans le profil, la vitesse de base pour la SV07 Plus est vraiment extrêmement lente. Et ça, je trouve pas ça très logique, puisqu'elle est vendue pour pouvoir
booster. Donc on va modifier les vitesses parce que je vais pas le faire en 7 heures à 20 mm seconde, enfin à 40 mm seconde ou 60 mm seconde, enfin voilà, on va le faire booster un petit peu. Bon voilà, je me suis modifié les paramètres pour pouvoir imprimer à 250 mm par seconde, puisque après tout on nous vend une imprimante rapide, alors autant imprimer rapidement. Je vais juste activer le mode vase et maintenant il fait plus qu'en 2 heures. C'est mieux quand même si il arrive à le faire en 2 heures. J'ai quand même prévu un preset à 150 mm seconde au cas où on a une difficulté, mais voyons voir ceci. Bon alors j'ai eu aucun problème d'impression, ça s'est pas décroché et à première vue comme ça c'est quand même plutôt joli. Bon, la couleur du filament, moi je la trouve vraiment top et ça s'est bien passé, hein. Je vois vraiment pas de souci à avoir boosté un peu en vitesse le profil, en tout cas avec une impression comme ceci en mode vase. Donc maintenant on va essayer autre chose. Alors on a vu que le vase donnait très bien, maintenant faisons une impression un petit peu plus complexe dans Orca Slicer avec ce petit gnome. Alors vous ne voyez pas encore de quoi il s'agit, mais c'est un petit gnome avec une barbe comme ça qu'il faut faire fondre au pistolet à air chaud. Et ce qu'il va falloir faire ici c'est plusieurs plateaux puisque je vais imprimer en plusieurs couleurs. Alors, il n'y a évidemment pas de multicouleurs sur la Sovol, mais je vais pouvoir imprimer en plusieurs couleurs de manière séparée, on va dire. Je vais avoir ici 4 couleurs, donc je vais prévoir 4 plateaux. Et en plus, j'ai envie de le faire en grand format. Et il me faudra 4 couleurs. Alors, je prends du filament King Rune. La première couleur, voilà, je vais avoir du blanc, du jaune, du bleu. Voilà, comme ceci, c'est très bien. Je vais juste déterminer les couleurs de chaque chose pour pouvoir y voir plus clair. Voilà, donc j'aurai 4 plateaux à imprimer et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire dans la taille maximum. Alors on va tout augmenter en fonction du modèle le plus grand. Donc si je lui demande ici de l'agrandir pour atteindre la taille Z maximum, je rappelle qu'ici sur la Sovol on est sur une 30-30-35, donc je vais bien vérifier qu'on a la hauteur, oui voilà, à 35, je vais l'augmenter à 34, ce qui me fait 283% pour la taille. Et je vais répercuter ceci sur les autres pièces. Alors je vais venir maintenant travailler mes positionnements, oui tout ceci, comme cela, tout est bon, et on va imprimer ce gros bonhomme. Alors au total j'en ai pour 1 jour et 2 heures d'impression. Et j'ai mis du filament blanc, donc on va commencer par la barbe. Alors, il a mis des supports et ça, il fallait pas. Donc, on va recommencer et lui demander de ne pas mettre de support. Ah, on n'en a plus que pour 18 heures, c'est déjà mieux. Et voilà, ceci, c'est mieux également. Je vais venir sauver mon projet et il ne reste plus qu'à attendre. Bon alors, la grosse barbe, c'est bien imprimé, hein, donc je vous montrerai après comment est-ce que je la travaille, mais donc la grosse barbe c'est bien imprimé, de ce côté là c'est très bien, et là je viens changer le filament pour mettre le bleu pour faire le corps, et je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est produit et je vais vous expliquer quel a été mon problème. Et donc je vous laisse regarder un petit peu l'impression du corps de ce petit gnome. Bon alors vous l'aurez compris, hein, il y a eu un problème, parce que non, le corps du gnome n'était pas un spaghetti, et le problème en fait il est dû à moi. C'est pas dû à la machine, c'est dû à moi, et j'ai fait 2 choses. Alors la première, c'est que j'ai utilisé du filament qui était un ancien filament que j'avais. Alors il était déshydraté, de ce côté-là il n'y avait pas de souci, mais il supportait pas la haute vitesse. Alors j'étais pas convaincu et je croyais pas beaucoup à l'argument des filaments haute vitesse, tout ça. Et après avoir fait des tests, effectivement, il y a des filaments qui supportent vraiment mal le choc et ça donne ce genre de résultat. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas bien vérifié et attendu
ma première couche avant de partir et de laisser l'imprimante tourner tout seul. Je n'aurais pas eu tous ces spaghettis si j'avais eu un peu de patience et que j'avais attendu que l'impression soit bien amorcée avant de partir. Donc j'ai recommencé l'impression avec du filament Sunlu cette fois-ci qui était d'une autre teinte parce que j'avais plus assez de filament pour ce que j'avais besoin dans cette teinte-là. Donc c'est un bleu un peu plus foncé. Et là, je vous laisse regarder les images. Ça donne quelque chose qui est quand même plus correct. Bon alors voilà, j'avais mis un brim du coup pour parce que j'avais un petit peu peur voilà, l'impression s'est bien passée. Je vais quand même encore un petit peu retravailler mes calibrages parce que je suis perfectionniste et là j'étais pas assez content, mais globalement je peux dire que ça s'est bien passé. Alors voilà, dans un filament un peu doré, jaune un peu doré, là j'ai dû diminuer la vitesse j'ai encore eu le même problème et donc j'ai diminué la vitesse à 60 mm par seconde pour pouvoir imprimer avec ces filaments un peu plus anciens qui supportent pas la haute vitesse. Enfin voilà, le bonnet d'âne, ou de gnome plutôt, qui s'est bien imprimé aussi. Là j'avais dû mettre un petit peu de support qui tienne bien sur le plateau au passage. Et voilà, je vais essayer de vous montrer ça à la caméra, mais j'ai rien à redire. La première couche est plutôt jolie. Il y a un petit défaut quand même sur la première couche, si on regarde bien. Donc il y a encore des ajustements à faire et des ajustements on en fait quand même souvent et ça dépend aussi du filament. Là c'était un filament, c'est du King Rune rouge, voilà, mais quand même globalement satisfait. Et voilà, le gnome complètement terminé et collé avec sa belle barbe fondue. Alors si la technique vous intéresse de savoir comment est-ce qu'on fait ces gnomes à barbe fondue, regardez là, cette vidéo-là, vous la retrouvez sur ma chaîne, elle date de l'année passée, mais elle est toujours d'actualité vu que c'est une vidéo de Noël. Alors me voilà dans Litchi Slicer, donc on va d'abord voir s'il existe un profil prédéfini pour la Sovol SV07+. Donc je viens rajouter une imprimante, filament, et je vais venir chercher Sovol. Et je vois que j'ai bien un profil pour la Sovol SV07+. Alors je vais regarder par défaut, il me le met à une vitesse de 160 mm par seconde. Il est plutôt raisonnable. On va tester comme ceci, ce profil d'impression là, et ce qu'on va utiliser, c'est une épée de pirate rétractable. Alors il y a quelque chose que j'ai oublié de faire aussi, c'est de relier l'imprimante. Alors il la trouve pas tout seul, mais heureusement je connais son adresse IP. Et pour le reste, on va utiliser les paramètres par défaut. Je vais juste, voilà, je veux des supports manuels, je ne veux en fait pas qu'il y ait de support. Et on va slicer comme ceci. Alors on me propose de l'envoyer sans fil à clipper. Je vais accepter. Alors voilà, en gros ce que ça donne, ça c'est bien imprimé et on a une belle petite épée rétractable comme ça qui est plutôt sympathique. L'impression s'est globalement bien passée. Je trouve que sur les surplombs j'ai un petit peu de défaut, mais ça c'est un réglage du côté slicer. Vous voyez ici, là j'ai un peu de défaut. Mais bon voilà, globalement encore une impression qui s'est bien terminée. Alors quelle conclusion pour cette imprimante? Alors je vais essayer d'innover un petit peu et j'ai fait deux choses. Premièrement, je me suis fait une feuille, puisqu'en général je disais mes conclusions un peu de manière improvisée, voilà, sur base de ce que j'avais expérimenté. Ici j'ai quand même pris des notes, histoire de structurer un petit peu. Et j'ai aussi proposé, suite à des suggestions qui m'ont été faites, une espèce de score, un baromètre. Alors je vais pas mettre un score parce que j'aime pas mettre un score, mais plutôt un baromètre, vous voyez, qui apparaît ici à l'écran. Alors pour le baromètre, je vais proposer 3 évaluations. La première, c'est un petit peu le baromètre de Tecnapa, c'est-à-dire est-ce que cette imprimante est facile d'utilisation pour un grand débutant. Donc ça, ce sera le premier score, vous le voyez apparaître ici. Le second baromètre, ce sera le rapport qualité-prix. Vous le voyez apparaître là maintenant. Et le troisième baromètre, très personnel, ce sera en gros mon ressenti. À quel point cette imprimante m'a hypé quand je l'ai utilisée. Enfin voilà, cette imprimante où
je garderai ce baromètre pour d'autres produits que je testerai. Mais donc voilà en gros l'échelle de mesure que j'ai envie d'introduire dans cette vidéo et qui servira pour les évaluations pour les produits futurs, qui vous permet d'avoir une vue un peu claire aussi sur ma pensée, sur ce que j'en tire comme conclusion. Alors sur ma petite feuille ici, j'ai fait un tableau, je sais pas si on le voit bien là, mais un tableau avec les points forts et puis les points d'amélioration que j'ai relevés sur cette imprimante au moment de l'utilisation. Bon, vous avez pu voir, hein, l'utilisation s'est quand même globalement bien passée. Un petit souci de contrôle qualité au niveau de l'emballage. Alors je ne sais pas si j'ai reçu une imprimante réutilisée ou si voilà. En tout cas, vous avez vu les molettes qui étaient retirées du plateau. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est un point à retirer au niveau de la fiabilité et de la facilité d'utilisation, parce que si vous êtes un grand débutant et que vous avez ça, vous allez paniquer et c'est pas ce qu'on demande. On vend une imprimante préconstruite et pas une imprimante en kit, donc on attend à ce qu'elle soit préconstruite. Bon, ceci était un petit détail entre guillemets pour moi, et pour vous ça l'est peut-être aussi. Vous dites voilà, il y avait qu'un ressort et une molette à remettre, c'est pas très grave. Effectivement, hein, moi c'est ce que je pense, mais vous savez que j'ai un mètre totalement transparent sur cette chaîne et c'est ce que j'ai expérimenté. Alors, en avantage, qu'est-ce que j'ai noté? La vitesse d'impression élevée, elle tient ses promesses en termes de vitesse d'impression élevée si on utilise du filament qui permet d'utiliser une vitesse d'impression élevée. Et ça, c'est important parce que je sais que c'est une question qui passe souvent. Est-ce que c'est de la blague ou pas, ces filaments HSPLA et compagnie? Alors, peut-être que c'est de la blague d'une certaine manière, hein, mais en tout cas, les filaments, j'ai expérimenté aucun problème, que ce soit avec cette imprimante-là ou d'autres imprimantes dites haute vitesse, avec des filaments modernes, hein, qui sont sortis assez récemment, ou avec des filaments dits HSPLA. Par contre, j'ai déjà eu pas mal de problèmes avec des filaments que j'ai, qui sont bien déshydratés, certaines les boîtes étaient encore fermées, mais des filaments qui sont des lots produits il y a 2 ans, il y a 3 ans, qui sont des filaments moins chers, dans des marques, dans des marques entre guillemets produits blancs. Et là, j'ai pu avoir des problèmes de décollement de plateau, de liaison intercouche, enfin, sans raison, alors que si je refais le même print, sans rien bouger, depuis la même clé USB, avec un autre filament, ça passe sans problème. Donc c'est bien que c'est le filament qui est un petit peu remis en question. Et que si je modifie uniquement la vitesse d'impression sur ces prints-là, ça passe aussi sans problème. Donc, vitesse d'impression élevée, oui, surtout pour sa gamme de prix, c'est assez impressionnant ce qu'elle peut atteindre, mais pour autant que vous utilisez du filament adapté. Alors, vous verrez dans mon baromètre, à la fin, la facilité d'utilisation globale, j'ai mis à la fin du vert, au début du jaune, parce que globalement, elle est facile à utiliser. Elle s'installe assez facilement si on n'a pas le souci que moi j'ai rencontré au moment du déballage. Et au niveau des réglages, on a déjà vu beaucoup plus facile, mais c'est pas extrêmement compliqué. C'est pour ça que je mets pratiquement tiède, on va dire, hein, entre très 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 facile et ça commence à devenir un poil compliqué. Donc c'est pour ça que vous verrez à la fin que j'ai mis la flèche en jaune. Alors prix abordable, oui, tout à fait. Pour moi, c'est une force de cette imprimante qui a quand même un potentiel assez fort. Elle convient aux débutants, peut-être pas aux grands débutants, parce que moi je recommande pas forcément Klipper aux grands débutants. Alors c'est une question aussi de philosophie. Certains diront mais si, il faut aller directement, allez, on y va à la dure dès le début, on se merde bien et puis après on est vraiment à l'aise et on a bien compris la complexité et toutes les options qu'offre Klipper. Oui, et puis d'autres disent non, moi j'en ai rien à caler, moi ce que je veux c'est imprimer mon truc et toutes les options qu'offre Klipper, c'est pas mon problème, c'est pas mon brôle, moi j'ai juste envie entre guillemets de rester un grand débutant dans la manière dont je dois me casser la tête pour sortir une impression d'un résultat correct. Et ça ne dépend que de vous. Hein. C'est vous qui connaissez votre exigence et votre volonté d'aller dans les détails ou non. Et cette imprimante permet d'aller dans les détails. Hein, elle est personnalisable, l'utilisation de Klipper le permet
grâce au macro, grâce à toute une série d'options qui sont intégrées dans Klipper, d'aller beaucoup plus loin qu'avec certains firmware propriétaires ou basés sur Marlin, mais enfin voilà, assez limité. Et tout ça pour un prix, donc j'en reviens, c'est le critère prix, tout ça pour un prix qui est quand même vraiment intéressant. Alors j'ai noté aussi une bonne qualité de construction, globalement. Bon, vous allez me dire, ouais, mais t'as vu comme elle est arrivée? Oui, non. Hein. Globalement, les matériaux sont solides. Les plastiques, puisqu'il y a des parties plastiques, les plastiques sont solides, ils font pas de chip du tout. Les câbles n'ont pas l'air de pas être solides, mais par contre, on vient sur un autre truc, j'aime pas beaucoup le câble management. C'est pour moi, ça c'est noté dans mes points négatifs, je le dirais. Le câble management n'est pas très très propre et j'aime pas beaucoup ce principe de nappe comme ça. C'est vrai que ça fait un peu à l'ancienne, ça fait un peu old school. Alors peut-être que certains vont aimer. Moi, peut-être que j'ai perdu l'habitude avec certaines autres imprimantes que j'ai utilisées et testées sur la chaîne. Mais voilà, je trouve un peu dommage ce point-là. Mais par contre, la bonne qualité de construction, elle y est. Vraiment, moi je trouve que c'est une imprimante qui a une bonne qualité de construction. La connectivité Wi-Fi, pour moi, bon alors vous allez me dire heureusement avec Klipper qu'on peut la connecter en réseau, c'est pratiquement dans le cahier des charges de Klipper, effectivement, mais elle est là, c'est bien. J'aurais préféré, mais c'est parce que je suis un vieux, je suis un boomer, etc., etc. J'aurais préféré une prise RJ45. Il n'y en a pas, mais ça marche très bien. Le Wi-Fi, j'ai eu aucun problème. Les vitesses d'envoi fonctionnaient sans difficulté. J'ai pas de décrochage. Enfin voilà. Donc de ce côté-là, je suis assez satisfait. Le volume de construction pour moi est une force aussi, puisqu'on a commencé à avoir un peu l'habitude maintenant des imprimantes à peu près de 25 cm sur 25 cm. C'est devenu un peu la norme et par moment, c'est limitant. Après, une imprimante grande taille, 40, 45, et là, ça prend beaucoup de place dans un atelier. Et donc, moi, je trouve que ce format 30, 30, 35 est un très bon format qui offre pas mal de flexibilité, un bon volume de construction, tout en gardant une place assez contenue dans l'atelier. Alors, j'ai noté aussi quelques points positifs. Hein. Donc, on avait vu le support de filament rotatif, c'était plutôt un point positif, et notamment avec l'utilisation avec les matériaux flexibles. Le fait qu'elle soit fournie avec une plaque PEI avec un autocollant qui permet de la faire passer en PEI smooth, moi je trouve ça bien parce que moi pour certaines impressions j'aime bien le PEI texturé mais en fait pas tout le temps. Alors le petit tiroir, moi je trouve ça bien parce que sinon je les imprime et j'aime bien que ce soit intégré dedans, c'est facile d'avoir sous la main directement dans l'imprimante le coupe-filament, enfin voilà, moi je trouve ça plutôt être un des gros points avantageux. Et le nivellement manuel du bed, je sais pas, je le dis, pour moi c'est à la fois une force d'avoir des molettes, hein, parce que je trouve que sur certaines machines, le nivellement complètement automatique n'offre pas toujours une qualité 100% efficace. Et la possibilité de pouvoir venir améliorer ça, affiner ça est un plus, mais en même temps je l'ai mis dans les moins aussi parce que ça peut être un moins. Et je vais venir maintenant avec les points négatifs. Premièrement, le niveau de bruit. Alors moi, je l'utilise dans un atelier et j'ai l'habitude qu'il y a du bruit dans les machines, donc je m'en fiche un peu. Les moteurs sont pas, et le déplacement est pas très très rapide, mais la ventilation est très bruyante. Et donc ça, c'est quand même un point à savoir. Les nuisances sonores liées aux vibrations, notamment à haute vitesse, sont aussi un point sur lequel on peut agir, hein, notamment avec des petites boules en silicone et différentes choses comme ça. Mais c'est un point à savoir. Alors je le disais, le nivellement manuel du lit, oui, c'est quelque chose qui est pour moi un petit peu un point à la fois positif, je l'ai dit avant, négatif aussi parce que on peut se casser la tête. Avec les molettes, il suffit de... Enfin voilà, on peut venir... Ça n'offre pas une solution 100% efficace si on ne maîtrise pas ça super bien. Et comme sur ma chaîne, j'aime bien m'adresser aux grands débutants et leur dire si vous achetez cette machine, vous aurez un souci ou non, je suis obligé de le mettre aussi dans les points négatifs. Si vous achetez cette machine et que vous ne maîtrisez pas bien le nivellement manuel, vous aurez plus de difficultés, mais vous avez potentiellement aussi plus d'opportunités d'avoir quelque chose de super beau que si vous êtes sur une machine 100% manuelle où vous ne risquez pas, en bougeant simplement une molette, de déniveler votre plateau.
La position du capteur de fin de filament, alors je l'ai noté en point négatif, en fait en pensant plutôt à l'usage de certaines personnes, parce que pour moi ça ne l'est pas. Moi j'aime bien mettre la bobine en haut et voilà. Par contre, si je l'utilise comme dans d'autres configurations que vous avez vues d'imprimante où je mets un filament dryer, c'est emmerdant comme il est mis là. Et donc il faut que je modifie, que je fasse une modification. Donc voilà. Certains maintenant mettent le capteur de filament directement à l'intérieur du bloc d'extrusion. C'est peut-être pas une mauvaise chose, puisque ici ça rend un peu compliqué l'utilisation d'un dryer comme boîte de stockage du filament permanente, j'ai envie de dire, et donc de mettre le filament, la bobine, sur le côté plutôt qu'au-dessus de la machine. Enfin, les profils, voilà, j'ai trouvé que les profils étaient corrects, mais ils sont pas super optimisés, tant sur Orca Slicer que sur Litchi Slicer. Il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est... voilà, je trouve ça dommage que là, maintenant, la machine commence à être sortie depuis un petit moment et en profil intégré directement. Je dis pas qu'on peut pas en trouver des profils communautaires qui sont petits oignons, hein. Je dis juste que si vous mettez le profil de base que vous allez retrouver dans les slicers, eh ben pour moi, il y a des optimisations possibles, surtout au niveau de la vitesse. Voilà. Après, si vous ne faites pas l'optimisation au niveau de la vitesse, elle va fonctionner sans difficulté avec les filaments plus anciens, donc vous n'aurez pas le problème que moi j'ai eu sur ma vidéo. Donc c'est l'un ou l'autre, c'est vous qui voyez. Enfin, le dernier point que j'ai noté, c'est... Alors, là encore, à l'intérieur de moi, j'ai un débat pour ce point-là. Donc, c'est... Avant d'avoir la machine, hein, mon point de vue, c'était... J'avais été un peu gêné par le fait qu'il venait de sortir une SV06. Je m'étais acheté la SV06 Plus. Je l'achète et le jour où je l'achète, ils annoncent la SV07 qui est disponible assez tout de suite. Et donc, je me dis, j'étais pas content. Et globalement, bon, la SV07 et SV07 Plus, on peut dire que c'est une forme de clipperisation de la SV06. Et donc ça, c'était intéressant, puisqu'il y a moyen aussi d'acheter un... Maintenant, ils vendent des écrans avec une espèce de clipper pad qu'on vient mettre sur la SV06, on la transforme, voilà. Mais il y avait quelque chose, une différence notable en termes de design, c'était l'absence de rails linéaires sur la SV07 Plus, et ça faisait pas sens. On avait une imprimante qui n'était pas sous clipper avec des rails linéaires, et une imprimante sous clipper sans rails linéaires. Donc, pour moi, il y avait un manque de sens. Maintenant, donc je le mets dans les points négatifs, ce design qui paraît un peu étonnant. En même temps, j'ai pas trouvé de problème avec l'absence de rails linéaires pour l'utilisation haute vitesse sur cette imprimante. Donc c'est peut-être un problème sur le papier, mais en tout cas, moi, dans l'expérimentation, dans l'expérience que j'ai eue avec cette imprimante, il m'a pas semblé que j'ai eu des problèmes de fiabilité, de stabilisation, de vitesse liés à l'absence de rails linéaires avec ce système. Donc peut-être que la manière dont est conçue ou exploitée l'imprimante est bien, mais voilà. Alors, des fois, et c'est pour ça, je pense qu'il faut être attentif à ça. Des fois, vous allez avoir des discours qui vont dire « Oui, mais moi, j'ai testé, hein, c'est vrai qu'à 450 mm/s, on commence à voir que ça manque des rails linéaires. » Bon, c'est vrai, sur certaines impressions. Moi, vous avez vu, je ne fais pas de protocole de test scientifique. Je ne vais pas prendre des pièces que je fais systématiquement les mains, mais comparer les imprimantes les unes avec les autres, et puis tester les vitesses gamme par gamme de vitesse jusqu'à ce que je vois où elle foire et tout ça. Non, moi j'aime utiliser l'imprimante en situation d'utilisation réelle, en testant avec des modèles que j'imprime, qui me sont utiles à moi, que je vais garder pour moi. Voilà, ça c'est la manière dont moi je fais pour que vous puissiez voir aussi, tiens, moi si j'achète une imprimante, c'est pas pour faire des benchmarks, si j'achète une imprimante, c'est pour imprimer. Et est-ce que si j'imprime dans cette vitesse, j'aurai un résultat qui est cohérent, qui est satisfaisant? Moi, c'est ce que j'ai envie que vous voyez, que vous posiez comme question en regardant mes tests. Pas que ce soit un test rigoureusement scientifique
qui est indiscutable au niveau de la méthodologie. C'est pas la manière dont je travaille et c'est pas la manière dont je vais travailler. Alors on peut discuter de ça, vous pouvez trouver que c'est nul et puis vous dire oh c'est nul, moi je vais sur une autre chaîne. Ou compléter, hein, pour moi, je vous encourage à ne jamais vous satisfaire de ma parole. Hein, moi, c'est mon vécu, mon expérience, c'est la manière dont je vis l'impression et l'utilisation que j'ai de cette imprimante. Je peux me tromper, je peux avoir mal utilisé, je peux ne pas avoir compris une fonction, je suis pas parfait et aucun youtubeur ne l'est, hein, et aucun testeur et aucun humain ne l'est. Donc, complétez les informations en multipliant les sources, c'est ce que je vous dis. Et moi, je ne suis qu'une source parmi d'autres. Je vous offre, j'espère, et c'est ce que j'essaye, un point de vue différent que ce que j'ai l'habitude de voir sur les YouTube. Je vous donne peut-être la possibilité de voir un peu plus en détail les choses, mais c'est vous qui voyez, c'est vous qui tirez vos conclusions. Voilà, cette conclusion, toujours un peu trop longue comme d'habitude, est terminée. Je viens sur mon baromètre. Facilité d'utilisation, vous voyez, je la mets à ce niveau-là. Donc comme j'ai dit, Clipper rend les choses un tout petit peu plus compliquées parce que l'interface est un petit peu moins intuitive. Et même si on a beaucoup plus d'opportunités, on peut aussi se perdre un petit peu plus. Le nivellement manuel, automatico-manuel, voilà, est quelque chose qui peut complexifier aussi l'utilisation. Toutefois, moi, j'ai pas trouvé que c'était vraiment fortement compliqué. C'est pour ça que je le mets à ce niveau-là. Le rapport qualité-prix, pour moi, il est plutôt excellent. Je trouve que c'est une imprimante qui est fiable, qui a des bonnes bases et pour un prix qui est vraiment compétitif. Donc, alors, je le mets... C'est pas le meilleur rapport qualité-prix de la Terre, mais pour moi, quand même, il se positionne bien. Et mon appréciation générale, mon vécu avec l'imprimante, c'était un vécu positif. Alors oui, mais ça c'est pas lié à l'imprimante, c'est plutôt lié à la différence sur le marché entre les bobines et les matériaux, et c'est pas toujours très facile de le savoir. Et donc j'aurais dû faire un test de vitesse avant une impression, je l'ai pas fait. Je suis parti en me disant bon allez ça va, ça s'est bien imprimé, c'est du PLA. Peut-être qu'il y aura un peu de stringing, mais c'est pas grave. Et puis en fait, ça a complètement merdé. J'aurais dû, pour économiser de la matière, faire un test de vitesse. Et moi, personnellement, je n'aime pas Clipper. Je reconnais sa force, sa flexibilité, la possibilité de pouvoir aller plus dans les détails, d'avoir un plus grand contrôle sur sa machine. Mais moi, j'aime pas. Voilà, personnellement. Donc c'est pourquoi je mets un ressentiment positif, mais pas extrêmement positif. Voilà pour ma conclusion. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, pouce, like, commentaire, etc. Et restez proche de vos proches.